Donc, je suis Aurélie Chenet, didacticienne des mathématiques, donc chercheuse à l'Université de Montpellier au laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Et je suis aussi formatrice d'enseignants à la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier. Donc, je forme des enseignants du premier et du second degré. En tant que chercheuse, donc moi, je travaille sur la question des inégalités scolaires et en particulier dans leur lien avec les inégalités sociales, puisque les dernières études PISA où les études de l'ADEPE montrent bien à quel point le système scolaire français, d'une part, n'est pas très efficace, avec beaucoup de guillemets, mais du point de vue du niveau moyen qu'atteignent les élèves en mathématiques à la sortie de l'enseignement obligatoire, mais aussi parce qu'il est très inégalitaire, dans le sens où les résultats en mathématiques des élèves sont très fortement corrélés à leur origine socio-économique, et ce, de façon très marquée par rapport aux autres pays de l'OCDE. Donc, de ce point de vue-là, moi, l'étude que je mène autour des inégalités scolaires, elle est marquée par le croisement du point de vue de la didactique des mathématiques avec celui de la sociologie, et les interprétations, qui viennent notamment des travaux qui sont menés au sein du réseau RESEIDA, qui réunit des sociologues et des didacticiens qui travaillent sur les inégalités d'apprentissage. L'idée est que ces difficultés d'apprentissage pour les élèves de milieu social défavorisés sont essentiellement liées à des questions de rapport au savoir, de rapport à l'école et de rapport au langage qui sont éloignés au départ. La construction qu'ils en ont dans leur milieu, dans leur socialisation familiale, fait qu'ils sont éloignés des attentes de l'école, et qu'à l'inverse, l'école est assez impuissante ou ne parvient pas correctement à mettre à disposition et à faire construire à ses élèves les rapports au savoir, à l'école et au langage qu'elle requiert par ailleurs et que requiert l'entrée dans les savoirs scolaires. Du point de vue des mathématiques, plus spécifiquement, ça se traduit, y compris sur le plan langagier, par le fait que les élèves, selon leur origine sociale, disposent plus ou moins de compétences langagières qui leur permettent de rentrer dans les pratiques mathématiques, que ce soit des pratiques de calcul, d'argumentation, etc. Notamment, par exemple, dans le rapport qu'ils entretiennent avec l'écrit, mais aussi, plus largement, le rapport qu'ils entretiennent avec l'usage de la langue et les usages de la langue. Par ailleurs, en fait, il y a aussi une question de rapport au savoir lui-même, qui est la manière dont on envisage et dont ils envisagent les élèves, tous les élèves, là, les mathématiques, qui peut être une conception assez variable entre concevoir les mathématiques comme un répertoire de techniques qu'on applique plus ou moins mécaniquement, des choses très algorithmisées, et à l'inverse, concevoir les mathématiques comme un ensemble de savoirs, de concepts, de pratiques qui supposent du raisonnement, de la réflexion, des pratiques langagières élaborées et qui sont centrées essentiellement autour de la résolution de problèmes. Et en fait, quand ce rapport est davantage du premier type, donc associé à des techniques, il va venir faire obstacle en fait aux attendus scolaires de construction de savoir et de ce qu'on appellerait de la conceptualisation notamment, qui est visée essentiellement par l'école. Du coup, en termes de prévention, ce qui est difficile, c'est d'arriver à travailler sur ces aspects-là, tout en aidant les élèves à maîtriser des compétences de base qui sont de fait enseignées par l'école, mais qui restent dont l'acquisition réelle reste tributaire aussi d'un rapport qui est construit en dehors de l'école à ces savoirs-là et d'un travail qui peut être fait aussi en dehors. On sait très bien que la familiarité avec certaines activités culturelles de type jeux de société ou autres vont construire une familiarité avec ne serait-ce que des jeux sur les nombres, utiliser un dé dans le jeu de loi, utiliser des cartes qui vont amener les enfants à construire plus ou moins d'aisance avec les propriétés des nombres, certains calculs sur les nombres, etc., qui
constitue aussi ce fameux rapport au savoir qui va être plus ou moins adapté à celui qui est attendu à l'école. Alors après, peut-être pour préciser un peu, par exemple, puisque les projets, là, il me semble, vont être centrés autour des questions de calcul, on voit bien comment, si on conçoit le calcul mental ou le calcul même en général, en mathématiques, essentiellement comme de l'application d'automatismes et de la mémorisation de faits numériques de type, table de multiplication par exemple, en fait, on va, en restreignant trop cette façon de concevoir le calcul, on va finalement empêcher les élèves de rentrer dans les savoirs mathématiques qui sous-tendent le calcul. Et par exemple, comme le montrent très bien des travaux de didacticiens comme Denis Butlen notamment, le fait que être efficace en calcul, certes, ça nécessite de disposer d'un certain nombre de faits mémorisés et automatisés, mais ça nécessite essentiellement, et surtout peut-être, la capacité à adapter les procédures en fonction des nombres que l'on rencontre, par exemple, et à avoir une certaine souplesse et une certaine capacité à mobiliser de façon adaptée un certain nombre de propriétés des nombres. En fait, l'apprentissage du calcul mental ne vise pas tant la capacité à calculer 42 plus 27 rapidement, qui est quand même une compétence qui sert assez peu de nos jours, il faut bien le reconnaître. Calculer la monnaie qu'on va nous rendre à la boulangerie, plus personne ne le fait, hein, soyons lucides. Mais en revanche, ce type de calcul-là, à l'école élémentaire, quand il est travaillé, vise essentiellement à travailler des propriétés de la numération et des propriétés des nombres, ainsi que le fonctionnement et le sens que l'on peut donner à l'addition, en lien par exemple avec la soustraction. Et de fait, un travail en dehors de l'école, ou même comme on peut avoir parfois, certains didacticiens donnent des exemples de situations dans le milieu familial qui véhiculent des représentations des mathématiques et du calcul mental qui vont être très axées autour de ces automatismes. Moi, je me rappelle encore en effet de mon grand-père pour qui ce qu'on me demandait et ce qui était important pour lui, c'était de savoir réciter le plus vite possible le résultat d'une table de multiplication ou savoir calculer avec des nombres à 4 chiffres, une addition de tête, même avec des retenues. Bon, c'est absolument pas les compétences qu'il va falloir mettre en avant et qu'il va falloir développer pour ensuite réussir à comprendre les attentes de l'école et comprendre les savoirs qui sont en jeu derrière les tâches de calcul, et y compris de calcul mental, qui vont être proposées à l'école. Alors, comme je disais juste avant, je pense qu'il y a l'enjeu essentiel pour moi, mais qui est un petit peu biaisé aussi par ma position institutionnelle et mon point de vue, c'est celui d'un travail essentiel qui serait à faire sur la formation des enseignants. Et de ce point de vue-là, il y a des éléments qui, à mon sens, vont dans la bonne direction ces dernières années. Par exemple, l'évolution des modèles de formation, notamment dans le premier degré, avec la création des référents mathématiques de circonscription et des modes de formation qu'ils appellent en constellation, donc avec des petits groupes d'enseignants qui partent des préoccupations locales, qui sont davantage dans un accompagnement du développement professionnel des enseignants que dans quelque chose de beaucoup plus descendant et prescriptif qui viendrait d'en haut, entre guillemets. Ça, il me semble, enfin, et la recherche le confirme, c'est quand même le meilleur moyen de soutenir le développement professionnel des enseignants et donc d'améliorer les pratiques dans une direction qui serait susceptible d'améliorer les apprentissages des élèves. Maintenant, évidemment, les programmes, tout un tas de ressources mises en avant, par exemple, etc., ça peut jouer aussi. Ce qu'on observe dans les choix qui sont faits, les derniers choix institutionnels qui sont faits, de mettre en avant, par exemple, la fameuse méthode de Singapour, ou de proposer une refonte des programmes qui tend à notamment, par exemple, le fameux slogan des 4 opérations travaillées en CP, etc. Je ne suis pas sûre que ça soit, en tout cas en tant que tel, et présenté de cette façon-là, que ça soit des solutions qui puissent vraiment améliorer les choses, parce qu'on sait bien que ce n'est pas comment dire, déjà les changements de programme, c'est très compliqué pour que ça prend beaucoup de temps
ça prend d'énormes efforts de formation pour qu'ils puissent avoir des répercussions, on va dire, bénéfiques au niveau des pratiques enseignantes. Et là, c'est vrai que les changements de programme qui se sont succédés dans les dernières décennies génèrent aussi des difficultés pour tout le système, pour les enseignants, mais la question de la cohérence, etc. Par ailleurs, comment dire, diffuser ou inciter à utiliser telle méthode. Alors, et encore, je mettrai plein de guillemets autour de méthode parce que je ne sais pas très bien ce que. En tout cas, ça peut être polysémique et il faudrait clarifier ce qu'on met derrière méthode. Si c'est un manuel, par exemple, bon, c'est très questionnant puisque toutes les recherches montrent bien que ce qui va faire la qualité d'un enseignement, ce n'est pas tant le manuel qu'on utilise, par exemple, que ce qu'on en fait dans la classe et la manière dont on le met en œuvre, dont on accompagne les élèves et qui dépend énormément des ressources des enseignants, ressources au sens de leur propre connaissance, leur propre expérience, leur propre, y compris le temps dont ils disposent et les autres ressources pédagogiques par ailleurs, pour exploiter des programmes ou des ressources institutionnelles qui leur seraient proposées. Pour moi, la prévention des difficultés d'apprentissage en mathématiques, elle doit relever d'une prise en charge, enfin, elle doit être située dans quelque chose d'un peu plus global, peut-être, dans le rapport à l'école et à la scolarité. Et d'ailleurs, souvent, les élèves qui sont en difficulté en mathématiques ne le sont pas forcément seulement en mathématiques, en particulier dans les petits niveaux d'apprentissage, enfin, à des âges petits. À part ça, oui, que ça suppose d'avoir une conception des mathématiques qui soit pas trop restreinte et d'avoir en tête une forme d'exigence et d'ambition sur ce que l'on vise comme type d'apprentissage pour tous les élèves. C'est-à-dire donner véritablement accès au savoir et aux pratiques mathématiques dans leur complexité et dans leur puissance et leur valeur culturelle aussi, parce qu'on dit parfois que sans les mathématiques, la société d'aujourd'hui, on aurait très peu de technologie en fait par rapport à celle qui nous entoure. Et que si on veut fabriquer de l'égalité scolaire et donner à tous les élèves les moyens de réussir à l'école, il faut leur donner accès au savoir sans renoncer à cette ambition pour tous.